Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité est Flavien Termet. Il est responsable départemental des jeunes adjoints des Républicains du Morbihan. Il est venu jusqu'à nous au micro de la matinale pour cette première radio. Je le remercie. Bonjour. Merci pour votre invitation, monsieur Hamon. Alors, on va parler de politique ce matin. On va parler de politique, on va parler de LR, évidemment. Et on va commencer par cette situation politique tendue. On l'a encore vu d'ailleurs cette nuit, ou en tout cas hier soir, à l'Assemblée nationale. On a un climat politique tendu aujourd'hui. On n'entend pas tellement LR à l'Assemblée nationale. Est-ce que LR se prépare pour d'autres échéances, mais on va en parler aussi, à savoir l'élection du président du parti. Justement, on va commencer par là, cette élection qui est importante pour LR. Est-ce qu'il y a besoin de refonder les Républicains ? Eh bien, effectivement, pour nous, c'est une élection qui est cruciale. C'est l'élection de la dernière chance. Il y a une question réellement de vie ou de mort pour notre parti politique. Après 3 défaites au présidentiel, après 3 défaites aux législatives, on tombe en dessous de 5% aux dernières présidentielles. Effectivement, c'est un désastre, c'est une bérésina. Il faut tout refonder. Et cette élection, à la tête du parti politique, c'est une opportunité de trancher les lignes et de trancher aussi les personnes qui dirigent. Il faut changer les têtes, permettez-moi le terme. Oui, je pense qu'il faut effectivement un changement. Les générations qui se sont accommodées des différents reniements, des différents revirements, des différentes trahisons aussi, il faut le dire, qui sont associées parfois au scandale. Il faut changer, il faut balayer notre maison. Et arrêter de ne regarder que nous. Effectivement, il faut reparler aux Français. On a trop souvent vu, dans les différentes reconstructions, la question se poser sur comment reconquérir le pouvoir. Moi, je préfère qu'on se demande comment reparler aux Français, quelles sont leurs attentes et comment on leur propose un projet cohérent. Parce qu'il y a une rupture là finalement aujourd'hui, on voit bien les Français se détournent de la politique, on va moins aux urnes, hein, on le voit à chaque élection. Aujourd'hui il y a un désamour en quelque sorte pour la politique que subit LR aussi. Oui, bien sûr. C'est dû à plusieurs choses. Je pense qu'il y a un volet institutionnel. Le vote a perdu de sa substance quand on ne le respecte pas. Et là-dessus, notre famille politique a une responsabilité qu'il faut admettre et faire un mea culpa aux Français. La vérité, c'est que le peuple français s'est exprimé sur la question européenne en 2005. Que le président Nicolas Sarkozy, ensuite, alors même qu'il défendait le référendum en 2005, il a dit devant des millions de téléspectateurs lors du débat en 2005, on ne fera pas l'Europe sans les peuples, j'ai plaidé pour le référendum. Il a perdu, c'est la souveraineté populaire. En 2007, il a tellement peur du référendum qu'il fait passer le texte que les Français ont rejeté au Parlement. C'est une trahison dont les Français se souviennent, dont il faut s'excuser et en revenir. Ça a fait mal à LR, alors qu'il s'appelait à l'époque l'UMP. Hein. Ça a fait mal, cette trahison, ce retournement. Oui, bien sûr. Forcément, ça marque. Les Français se sentent floués. Et ils n'ont pas voté en 2005 contre le projet de constitution pour l'Europe pour avoir le traité de Lisbonne en 2007 au Parlement. Il faut respecter la souveraineté populaire. C'est la Cour suprême en France. C'est le peuple qui tranche. À partir du moment où le peuple s'est exprimé, je vois aucune raison d'aller contre son avis. Alors, l'élection va être cruciale, on l'a compris, à la tête de LR. Donc, de nouvelles têtes. Une autre façon aussi de faire de la politique pour LR. Bien sûr. Vous avez parlé du débat télévisé juste avant cette interview qu'il y a eu lundi soir. Moi, je l'ai regardé avec des militants. Je pense que le prochain président des Républicains et globalement, de toute façon, de manière générale en politique, parle avec sincérité
et conviction. Moi, dans ce débat, ce que j'ai regretté, c'est de voir beaucoup trop d'éléments de langage, beaucoup trop de petites phrases préparées, celles qu'on voit sur tous les plateaux télé, quand on est très attentif à la politique, comme l'on est avec les différents militants. On entend toujours les mêmes phrases, les mêmes expressions. C'est des formules creuses qui ne veulent souvent pas dire grand-chose. Votre génération, je disais, en commençant, hein, vous êtes responsable départemental des jeunes LR hein, dans le Morbihan. Vous êtes jeune, je ne vous demanderai pas votre âge, mais votre génération, cette jeune génération, elle a plus envie de cette politique-là, un peu poussiéreuse, un peu justement avec des éléments de langage. J'allais presque dire, vous avez envie un petit peu de renverser la table. Bien sûr que je parlerai plutôt de personnes que de génération. Moi, je ne fais pas de jeunisme. Effectivement, je viens de vous le dire, il faut parler avec sincérité et conviction. Il faut parler de notre projet politique. Quelles sont nos convictions sincères qu'on a au fond de nos cœurs, et pas seulement celles qui peuvent nous faire gagner, celles qui sont dans le sens du vent. Et là-dessus, je ne ferai pas de jeunisme, parce que notre génération, elle a les mêmes travers que les générations précédentes. Il y a au cœur des hommes et de tout temps la volonté de prendre le pouvoir, de l'exercer et par tout moyen. Et là-dessus, je vais prendre un exemple et je vais peut-être pas me faire que des amis, mais notre secrétaire général des Jeunes Républicains, qui, il y a un an, pendant la primaire, soutenait Xavier Bertrand, d'une droite centriste plutôt libérale, qui fait barrage à Éric Ciotti au second tour en votant Valérie Pécresse. Un an après, à la présidence des Républicains, parce qu'Éric Ciotti est le mieux placé pour gagner cette élection il y a quelques semaines, il se déclare le soutenir. Où est la cohérence ? Où sont les convictions ? À un moment donné, il faut bien le dire, et je pense que ça, de manière générale, c'est pas que ces personnes, je mets en cause personne, mais de manière générale, les Français se rendent compte de ça en politique. Ils le voient. Ils sont pas dupes. Et il faut les respecter. D'où ce rejet de la politique, d'où en fait la désertion des isoloirs, hein, on le voit aujourd'hui. J'allais dire cette reconquête, que ce ne soit pas mal interprété dans ma bouche, cette reconquête des isoloirs, des urnes, elle va passer par un langage plus vrai, quitte parfois aussi à aller, je veux dire, à bousculer un petit peu l'ordre établi. Bien sûr, évidemment. Il faut, je vous l'ai dit, recommencer à parler avec sincérité et coller aux aspirations des Français. À un moment donné, si on veut redevenir un grand mouvement populaire et patriote, comme on l'entend tous les jours, et ce que j'appelle de mes voeux, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut regarder ce que les Français veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent reprendre en main leur destin. Ça doit passer par plus de souveraineté. Et là-dessus, oui, je l'admets, je suis plus proche de M. Retailleau sur ses positions. Il faut reprendre notre souveraineté sur tout un tas de sujets, notamment l'Union européenne. Les Français veulent vivre de leur travail. Par quoi ça passe ? Ça passe par de la création d'emplois, de la réindustrialisation. Quelles sont les politiques qu'on veut mettre en place pour ce projet ? Ils veulent conserver leur mode de vie. Quel est notre projet sur l'immigration, sur l'identité, sur la culture française ? Il faut trancher ces lignes, et c'est cette opportunité que nous donne cette élection à la présidence des Républicains. Alors, dans un contexte particulier, hein, puisque la situation politique, alors je le disais, il y a beaucoup de remous à l'Assemblée nationale en ce moment, parce qu'il y a aussi des lois qui vont engager la société, qui vont engager aussi le gouvernement hein, pour des années, donc on va en parler. Et puis il y a aussi cette situation économique très tendue. Là, on va parler plus de pouvoir d'achat pour monsieur, madame, tout le monde. On le voit aujourd'hui, on a des difficultés à remplir le panier avec quelques euros de plus pour chaque denrée alimentaire. On a du mal à circuler parce que le carburant coûte cher et plus grave encore, on parle aussi de l'énergie aujourd'hui où nombre de Français vont avoir du mal à payer leur facture d'électricité cet hiver. Là aussi, est-ce qu'un parti comme LR doit, j'allais dire, un peu bousculer les conventions et prendre une ligne peut-être plus directe, plus ferme, justement pour aller dans le sens des Français qui demandent, qui attendent? Bien sûr, il faut prendre des mesures radicales. L'explosion des prix de l'énergie, de l'alimentaire, ça touche tous les Français. Et c'est concret. C'est pas que des chiffres sur des graphiques, c'est pas que des courbes, c'est des paquets de pâtes en moins dans le panier. Ce sont des enfants qui auront moins de goûter
ou un goûter sur deux, ou un gâteau en moins. Ce sont des familles dans la précarité. Ce sont des familles dans la précarité. Ceux qui ont la tête sous l'eau aujourd'hui, c'est ceux qui avaient juste les yeux au-dessus de l'eau avant. Je suis désolé, on appuie aujourd'hui sur les plus précaires avec cette inflation. D'où elle vient cette inflation? Elle vient, et je mettrai en cause, les lobbies antinucléaires. Je vais juste vous demander d'éloigner votre téléphone, parce qu'on entend un téléphone dans le... Voilà, c'est mon réalisateur qui me fait un petit signe. Voilà, on entend le bruit du téléphone. Voilà, ça c'était pour la petite notification technique. Voilà, je vous ai interrompu. On parlait effectivement de cette inflation qui touche les Français durement. D'où elle vient cette inflation? C'est parce qu'on s'est rendu vulnérable aux aléas internationaux. Effectivement, la guerre en Ukraine aujourd'hui a un impact qui serait minime si on était beaucoup plus souverain. Et là, c'est là que je mets en cause le lobby antinucléaire en France qui sévit depuis plusieurs années. On peut remonter par exemple à 2012 et le funeste et sombre accord électoral entre François Hollande et les écologistes sur la fermeture de la centrale de Fessenheim. Ensuite, on peut aussi mettre en cause Emmanuel Macron qui a fait voter des lois de programmation de réduction de notre parc nucléaire. On a voulu baisser de 80% à 50% la part de nucléaire dans notre production d'énergie. C'était une erreur, on n'a pas vu à long terme. Bien sûr, avant on avait des grands hommes d'État, Pierre Messmer notamment, qui lance les grands programmes de construction de centrales nucléaires, qui nous ont donné une indépendance énergétique pour 50 ans. Aujourd'hui, où sont les hommes d'État ces 20-30 dernières années qui nous ont donné une indépendance aussi bien institutionnelle, alimentaire, énergétique, sur tous ces volets, qui sont les grands hommes qui ont assuré la souveraineté de la France? On manque de grands hommes finalement pour gouverner un pays tel que la France? On manque plus d'hommes courageux que de grands hommes. C'est le courage politique qui fait les grands hommes. On n'arrive pas, on ne naît pas homme d'État et grande personnalité. Le général de Gaulle, pourquoi aujourd'hui c'est une figure pour tous les Français? Parce que à une certaine période difficile, il a fait des choix difficiles et assumé des responsabilités énormes qui dépassent l'entendement et tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Ça vous irrite, par exemple, qu'on mette le général de Gaulle à toutes les sauces, que tout le monde veuille le récupérer? Il l'avait dit lui-même, quand je ne serai plus là, tout le monde sera gaulliste. Bien sûr. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde se revendique gaulliste? Parce qu'effectivement, les Français respectent cette figure d'autorité, une figure respectée. Mais je dois dire que au-delà des républicains, il faut s'attacher aux valeurs. Quelles sont les valeurs du gaullisme? C'est la nation, c'est la souveraineté, c'est la culture, la protection de notre identité. C'est aussi la préoccupation sociale, la dignité des travailleurs, l'association capital-travail, c'est la concorde nationale. Aujourd'hui, qui promeut ces valeurs? Il faut se le demander. Et si on veut toujours être le parti gaulliste, eh ben, il faut revenir à ces fondamentaux. Et oui, quand des gens, des libéraux ou des centristes ou des personnalités de gauche qui ont parfois combattu les politiques du général de Gaulle quand il était au pouvoir, ou même combattu sa constitution en le traitant de fasciste. Enfin, moi, je connais pas beaucoup de fascistes qui quittent le pouvoir après avoir perdu un référendum en écrivant une lettre. Non, moi j'en connais pas. Il faut regarder les valeurs et qui correspond à ces valeurs. Alors aujourd'hui, on a aussi l'extrême droite, le Rassemblement national, qui prend de plus en plus de place, alors, et dans l'hémicycle et dans la vie quotidienne des Français. Est-ce que c'est aussi là un sujet de préoccupation pour LR? C'est un sujet de préoccupation dans le sens où on n'existe plus. Parce qu'on a abandonné ces sujets-là. Moi je ne laisserai pas dire que le Rassemblement national est d'extrême droite. Je ne le considère pas. C'est un parti qui, aujourd'hui, pèse très lourd au niveau électoral, qui convainc un certain nombre de Français. Il faut les respecter. Ces électeurs-là ne sont pas des racistes, ne sont pas des xénophobes, ne sont pas des fascistes en puissance. Ce sont des gens qui souffrent. Et le Rassemblement national parle avec leurs mots. Aujourd'hui, chez les Républicains, si on veut exister, il faut recommencer de parler avec les mots des Français. On parlait des éléments de langage tout à l'heure. C'est encore ça. Les Français qui sont dans la souffrance, ils ne veulent pas entendre des formules creuses, ils veulent entendre des solutions à leurs problèmes. Quand on leur parle d'insécurité, quand ils disent qu'ils voient leur pays changer, il faut leur parler de gestion de l'immigration, il faut leur parler d'assimilation. Clairement. Qu'est-ce qui fait justement que dans notre société, on a une certaine gêne, une certaine peur à parler de sujets de société, justement? Bah écoutez, je ne sais pas si c'est un sujet de société. Je trouve qu'on a un peuple qui est très politique, qui en parle beaucoup de ces sujets-là, et qui regrette justement que les politiques ne s'en emparent pas avec courage.
Donc je pense que c'est une question effectivement de courage, de prise de responsabilité, et que quand on veut parler aux Français, quand on veut se présenter à des élections, quand on veut exercer le pouvoir, il faut d'une part les comprendre et parler avec leurs mots. Parler avec les mots des Français, ça veut dire aussi entendre les Français. Aujourd'hui, ils ont le sentiment, les Français, de ne pas être entendus. Est-ce qu'il va falloir remettre en place les grands référendums, hein, vous y faisiez allusion tout à l'heure, en parlant du général de Gaulle, entre autres, les grands référendums, demander aux Français ce qu'ils pensent. Bien sûr, notre pays aujourd'hui, ce dont il souffre, ce n'est pas d'un manque d'intérêt pour la politique. Les Français sont très politiques. Ce dont ils souffrent, c'est un manque de confiance en la politique, et ils ont parfois aussi l'impression d'une politique qui vient d'en haut. Qui est très éloignée de leurs préoccupations. Qui est très éloignée de leurs préoccupations. Et ça, moi, je mets en cause les différentes réformes constitutionnelles qui ont eu lieu. Notamment le quinquennat, à la place du septennat, l'alignement du calendrier des élections législatives juste après les présidentielles. Ça a donné lieu à des présidences plus courtes, de 5 ans, mais des présidences avec des assemblées qui sont très majoritaire, où on fait globalement ce qu'on veut pendant 5 ans. Le président de la République est déjà un poste, un chef d'État quasiment le plus puissant du monde libre. Si en plus derrière il a un Parlement avec une grosse majorité, il fait ce qu'il veut. On peut ne pas le regretter. Moi je ne le regrette pas si il y a des respirations démocratiques. C'est le référendum. C'est avant les élections législatives de mi-mandat qui permettent, quand on est un chef d'État qui se respecte, de se remettre en question et de quitter le pouvoir quand on n'a plus la confiance des Français. C'est ce que le général de Gaulle a fait. C'est ce que Jacques Chirac aurait dû faire en 2005. Il s'est contenté de virer Jean-Pierre Raffarin. Mais effectivement, je pense qu'il faut faire une réforme et revenir encore aux fondamentaux. Les lunettes du passé, parfois, peuvent nous aider. Aujourd'hui, on voit beaucoup le 49.3 dégainer, si vous me permettez le terme, à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une erreur d'utiliser autant cet article 49.3 de la Constitution ? Alors, les Français ont fait un choix très clair aux dernières législatives, celui, pour la première fois, depuis l'alignement du calendrier des élections législatives sur celle des présidentielles, comme je disais tout à l'heure, de ne pas donner une majorité absolue au président de la République. Ils ont décidé de lui donner une majorité relative. C'est un choix qui se respecte. Ça force le président Macron et son gouvernement à avoir 2 comportements possibles. Soit négocier avec les oppositions, faire des compromis, et dans ces cas-là, peut-être se trahir sur certaines de ses promesses, ou passer en force avec le 49.3. Il a fait le choix du passage en force sur la question du budget. Moi, je répondrai sur la question du 49.3 et sur la question politique. Sur la question du 49.3, effectivement, c'est traumatisant. On a l'impression d'un passage en force, de bafouer la démocratie. Mais ce n'est pas si antidémocratique que cela. Parce que l'Assemblée nationale peut, à l'occasion d'un 49.3, voter une motion de censure, renverser le gouvernement, et généralement, le président de la République dissout l'Assemblée nationale derrière. Et sur la question qui a provoqué ce 49.3, c'est le peuple qui tranche derrière aux élections législatives. Soit il décide de redonner une confiance au président de la République, soit il décide de donner le pouvoir à son opposition. Donc c'est ce qu'il y a de plus démocratique, faire trancher la question par les Français. Ensuite, effectivement, sur la question politique, je pense que les différentes réformes et les différents projets que M. Macron a sont délétères pour le pays. La réforme des retraites, de l'assurance chômage. C'est le budget qui décide de toutes les politiques qui seront menées sur l'année à venir. Et c'est aussi un examen de passage pour les oppositions. Et je pense que là, notre parti politique a fait une grave erreur en ne votant pas cette motion de censure. Il ne souhaitait pas la voter finalement aux côtés de la NUPES, entre autres, ou encore aux côtés du Rassemblement national. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que voter une motion de censure, c'est pas une majorité de projet, c'est une majorité de rejet. Ça veut dire qu'on n'adhère pas au projet politique du pouvoir en place, qu'on décide de faire trancher la question aux Français. Et je suis désolé, effectivement, le ralliement de Mme Le Pen à la motion de censure dans Jean-Luc Mélenchon a mis les Républicains au pied du mur, en position de parti pivot qui pouvait décider ou non de renverser ce gouvernement. Vous êtes passé à côté de quelque chose finalement ? On est passé à côté d'affirmer le fait que nous sommes dans l'opposition claire et totale à Emmanuel Macron. Et ça, il faut bien le dire, que c'est une erreur. Il faut bien le dire. Et quand on est gaulliste, quand on le dit tous les jours, on n'a pas peur du suffrage universel. On n'a pas peur de revenir devant les Français, de dire voilà, ça, c'est mon projet. Je veux faire ça pour répondre à vos besoins, à vos préoccupations. Et aujourd'hui, j'ai eu l'impression, moi, que peut-être
par lâcheté, on n'a pas voulu revenir devant les Français. Il y avait une position dogmatique aussi, le fait que ce soit l'union de la gauche, hein, on va le dire comme ça pour schématiser un peu, qui déposait cette motion de censure. C'était plus difficile politiquement parlant pour la droite, pour LR, de s'associer. Vous savez, on a tendance à dire qu'on a une droite de gouvernement, de responsabilité, qu'on a des hommes d'État. Moi, je citerai Henri Guénaud, qui disait que quand on est un homme d'État, on ne se demande pas, au moment d'un choix crucial, où est la droite, où est la gauche, mais où est l'intérêt national. Et je pense que l'intérêt national, aujourd'hui, il était de renverser ce gouvernement, qui est délétère pour notre pays. On l'a perdu de vue, cet intérêt national. Alors ça rejoint un petit peu le début de notre entretien, mais on l'a perdu de vue, cet intérêt national. Et c'est aussi le fait que les Français se détournent des urnes, là encore. Parce qu'on ne leur donne pas de direction. Je culpabiliserai pas les Français des reniements de leurs dirigeants. Je pense que si on a perdu aujourd'hui la question de l'intérêt national, c'est parce que justement, on est dans une dynamique de défaite depuis 2012, il faut bien le dire, et qu'on s'est recentré sur nous-mêmes en nous demandant comment gagner, comment reconquérir le pouvoir, quelles alliances, quelle ligne politique. Mais demandons-nous ce que veulent les Français. Cette question est simple. Aux portes de l'Europe, on a une guerre aujourd'hui, la guerre en Ukraine conduite par la Russie. Elle a des impacts sur notre vie quotidienne. On parlait tout à l'heure de l'inflation, mais ça va un petit peu au-delà. C'est aussi un impact politique aujourd'hui. La politique étrangère de la France, on a vu Emmanuel Macron beaucoup parler avec Vladimir Poutine. On a l'impression que la France cherche à peser. A-t-elle encore les moyens de peser dans ce concert des nations ? Bien sûr que la France a les moyens de peser. On est aujourd'hui encore la 6e puissance économique mondiale. On a encore une aura morale sur le monde. On a inspiré le monde à maintes reprises. On est un grand pays qui est respecté dans le monde. Et je pense que notre diplomatie, dans l'histoire, a toujours eu ce rôle de troisième voie, celle du général de Gaulle, celle de troisième voie. On ne s'aligne ni sur les Américains, ni sur les Russes. À un moment donné, nous sommes ces médiateurs, nous sommes cette troisième voie, celle parfois du consensus, celle parfois du parti pris, mais nous ne nous alignons pas. Nous avons notre propre politique, notre propre diplomatie. Et moi, je me réjouis que la France puisse porter une voix dans ce conflit, puisse être le médiateur entre l'Ukraine et les Russes. Parce que ça veut dire effectivement que notre pays a encore du poids malgré le déclin sur lequel on est engagé. Et je pense effectivement que cette guerre, il faut être très clair là-dessus. Les Russes sont les agresseurs. Ils ont violé l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Maintenant, cette guerre, elle est compliquée. L'OTAN et l'Ukraine ont également des torts. Moins important, je vous l'accorde, mais ils ont des torts. C'est une guerre civile aussi ukrainienne contre des séparatistes russes qui dure depuis des années. Il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est une guerre globalement de conquête et de contrôle des ressources. Mais cette guerre n'est pas la nôtre. Je pense que la France doit œuvrer pour la paix, via la diplomatie, mais que cette guerre n'est pas la nôtre et que nos soldats ne doivent pas aller mourir là-bas. On a livré des armes, on livre des armes aujourd'hui à l'Ukraine pour l'aider à se défendre. Est-ce que c'est une mauvaise idée, par exemple, d'envoyer des canons César là-bas ? Dans une optique où la Russie agresse ce pays, où la politique de la France est de soutenir l'Ukraine, alors on peut discuter de ce choix. Mais moi, je n'ajouterais pas de la polémique à une guerre. Qui provoque des morts actuellement aux portes de l'Europe. Et je pense que quand on est gaulliste, on n'affaiblit pas le chef de notre diplomatie, le chef de l'État à l'international. La France ne doit porter qu'une seule voix, celle de son chef élu, qui mène le pays dans les relations internationales. Un chef de l'État qui est divisé, qui est affaibli dans sa politique intérieure, c'est une voix de la France qui porte moins international, et ça je ne le souhaite pas pour mon pays. Je vous posais la question parce qu'on entend les militaires aujourd'hui qui râlent un peu en disant si demain on devait se défendre nous-mêmes, on n'a peut-être plus les moyens de se défendre si on avait un conflit de haute intensité, c'est le terme employé. Voilà. Est-ce qu'il faut justement en corollaire relancer une politique de l'armée en France, d'une programmation militaire peut-être plus importante,
Bien sûr, on a un monde qui se complexifie durement. Les relations internationales n'ont jamais été aussi brouillées. Dans un monde si complexe, où les pouvoirs sont si diversifiés, si dilués, il faut nous garantir les moyens de notre indépendance. Et c'est encore une question de souveraineté, on y revient tout le temps, mais c'est le projet gaulliste. Il faut assurer la défense française par son propre pays. Il faut reconquérir notre souveraineté industrielle et militaire. Il faut augmenter les budgets de l'armée. Effectivement, aujourd'hui, notre armée est dans un état déplorable. Nos militaires mettent des mois à être payés. Leurs infrastructures sont délabrées. Il faut leur redonner les moyens d'assurer leur mission. Justement, Jacques Chirac, en son temps, a supprimé le service militaire. On le lui a reproché. Ça a rangé toute une génération de jeunes qui ne sont pas partis à l'armée à ce moment-là. Mais on le lui a reproché. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire mais ce serait peut-être bien, ne serait-ce que pour la cohésion nationale, de remettre en place le service militaire. Est-ce que c'est une bonne idée finalement ? Alors moi je pense effectivement que c'est une bonne idée. Je pense que ça a été une erreur de le supprimer, mais s'il devait advenir un nouveau service militaire aujourd'hui en France, je pense qu'il n'aurait pas forcément la même forme que quand il a été supprimé. Effectivement, le service militaire permet cette assimilation, ce brassage social, d'où qu'on vienne, de tout milieu, toute condition financière, toute conviction religieuse. On s'extrait de notre milieu d'origine et c'est une opportunité de repartir, de découvrir autre chose. C'est un vecteur de cohésion nationale, effectivement. Maintenant, effectivement, si un service national devait réapparaître, moi je plaiderais pour un service effectivement militaire, mais avec la possibilité aussi pour les Français qui ont des compétences, qui ont fait des études ou qui ont une bonne maîtrise de la langue française, qui ont de la bonne conduite, de faire aussi un service civique. Admettons, quelques semaines, quelques mois de service militaire en caserne et un service civique. Donner de son temps à la nation, dans les services publics, dans les métiers en tension, pour des ONG françaises qui œuvrent à l'étranger. Si la France, si l'État homologuait certaines structures pour accueillir ces services civiques, moi j'y verrais aucun inconvénient. Oui. On va devoir s'arrêter là parce que le temps passe. Je vous avais prévenu avant l'entretien que 25 minutes, ça va très vite, mais vous reviendrez. C'était votre première radio, Flavien Termet. Je rappelle que vous êtes responsable départemental jeune adjoint, alors RDJA, dit-on, des Républicains du Morbihan. C'était votre première radio, ça s'est très bien passé. Voilà, on vous a pas fait de misère. Non, merci beaucoup pour votre invitation, c'était un plaisir. Voilà, eh bien, vous reviendrez, c'est promis. Je vous souhaite une très belle journée. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.